Bonjour et bienvenue au podcast Compassion de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Victoria. Salut Victoria! Bonjour! Ça va bien? Bien sûr. Merci d'être avec nous ce soir. C'est le fun de t'accueillir à notre podcast. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité, les filles. C'est le fun. Ben ouais, puis on se connaît un peu, on s'est croisés dans les derniers milles de Edgep. Ouais, Fait que, effectivement, ça faisait un bout, par exemple. Je suis contente de te voir. Puis Jess, ben on s'est vu là, un petit peu moins qu'un mois, là, mais je suis contente de te voir quand même. C'est le fun. ben, je vais commencer un peu par une présentation brève pour dire au monde un peu c'est quoi tes projets, tu vis dans quelle région, t'as quel âge. Yes! Dans le fond, moi, j'ai 26 ans. Je reste à Québec. Mes projets, ben, présentement, je suis éducatrice spécialisée pour la direction de la protection de la jeunesse. En fait, pour la direction de la jeunesse, parce que je suis en foyer de groupe. Puis, je fais mon baccalauréat vraiment plus que temps partiel là, en travail social à l'Université Laval et autres tâches connexes. Là, fait que je participe à des petits projets d'implication sociale. Je m'amuse aussi à faire des projets artistiques. Puis, voilà. Oui, justement, tu es présentement en animation d'un projet artistique avec les jeunes de Québec. Puis, tu sais, quand que je parle de autre implication, c'est parce que je déborde la job là, sur certains projets, mais j'aime vraiment ça, puis j'en mange. Là. Mais oui, c'est vraiment un beau projet, puis je capote vraiment ma vie. Là. C'est vraiment le fun. Puis c'est quoi un petit peu, pour me donner des détails sur ce projet? Dans le fond, c'est un projet pour tous les foyers de groupe adolescents de Québec. Dans le fond, du Centre jeunesse de Québec, on fait un projet artistique qui vise le développement identitaire. Donc, dans le fond, les jeunes sont amenés à répondre à des questions sous les 3 phases de l'identité. À certaines questions, en fait, là, ils ont des questions pour les inspirer, puis ils vont répondre par une œuvre d'art qui répond à la question identitaire. Donc, tu sais, ils choisissent vraiment le médium d'art qu'ils veulent. Ça peut être les graffitis, la peinture, la musique, name it, là, tu sais, ils ont accès à plusieurs médiums. On a acheté quand même beaucoup de matériel, puis c'est vraiment trippant là, de les accompagner là-dedans, de pouvoir faire un processus. C'est quoi les 3 phases identitaires? C'est le soi positif et unique qu'on a regroupé ensemble parce que ça faisait sens pour nous. Là. Le soi cohérent, puis le soi futur. Donc, dans le fond, le soi positif et unique, c'est qu'est-ce qui fait de moi un être humain unique et différent des autres, qu'est-ce qui me caractérise, comment je me définis comme être humain finalement, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes valeurs. Fait qu'on a plein de questions pour inspirer parce qu'il y a plein de jeunes qui ont de la difficulté là, à se connaître, puis ça peut être confrontant de dire, ben écoute, comment que je suis moi comme personne, fait qu'on on les inspire puis on les dirige quand même là-dedans. Le soi cohérent, ben, c'est le fait qu'on peut avoir différentes facettes de notre personnalité qui peuvent être contradictoires. Exemple, moi, je suis une fille extravertie fois 1000, mais je peux avoir un côté plus calme, je vais avoir besoin d'être paisible. Fait que, tu sais, c'est de voir qu'il y a plusieurs côtés de soi qui peuvent cohabiter, même s'ils sont pas pareils, qui peuvent être quand même contradictoires. Puis c'est aussi qu'est-ce qui fait de cohérence avec notre histoire de vie en lien avec qui qu'on est aujourd'hui. Puis le soi futur, ben, c'est comment je me projette dans l'avenir, dans la société. Fait que c'est vraiment comme le soi de base, là, comment que le soi se développe, comment que je me projette dans les différentes phases du soi. Là. OK. Moi, les valeurs, personnellement, tu sais, on le demande justement souvent à la fin du podcast parce que pour moi, ça a été un outil clinique parce que j'étais en thérapie, psychothérapie depuis à peu près 2 ans, 3 ans. Puis vraiment, là, l'outil clinique axé sur les valeurs, ça m'a aidé beaucoup à justement me trouver. Parce que l'identité, c'est quelque chose qui se continue beaucoup aussi à l'âge adulte, là, surtout pour les jeunes qui ont eu des parcours de vie assez sinueux. Fait que, tu sais, Tellement. ça m'a vraiment aidé à m'orienter, puis autant dans mes comportements, dans mes attitudes, dans comme vraiment plein de choses, là. Ça a été vraiment le socle que 100%. tout ça. C'est comme nos fondations, là. C'est sur quoi qu'on base toutes nos actions. Puis, tu sais, je pense qu'on peut déroger, là, selon les périodes qu'on est dans notre vie, dans le sens que, en tout cas, moi, il y a eu des périodes dans ma vie où clairement, j'ai dérogé de mes valeurs, puis j'en suis pas fière. Mais aujourd'hui, je suis comme, mes valeurs, c'est comme si tu contreviens à mes valeurs, ça le fera pas, là. Tu sais, c'est comme vraiment rendu précieux en moi, puis comme c'est rendu des ancrages finalement. Fait que oui, c'est vraiment pertinent, mais tu sais, je pense qu'on continue de les apprendre, c'est quoi nos valeurs, de les développer tout au fil de notre adolescence puis de notre jeune âge adulte, puis on les façonne avec les gens aussi qu'on côtoie, là, fait que c'est vraiment intéressant.
Moi, j'aurais le goût de te demander, Victoria, c'est quoi tes valeurs à toi? Ben, je sais pas si l'espoir, c'est une valeur, là. L'espoir, c'est une valeur, les filles. Je sais pas. Ça peut. Tu sais, genre, avoir la foi en quelque chose, hein. Juste comme... C'est pas Avoir la vraiment... foi, peut-être, ouais. Avoir la C'est foi comme plus. garder une flamme, là, tu sais, parce que ça fait full de sens dans mon histoire de vie, tu sais, c'est ça qui m'a permis d'être la jeune femme que je suis aujourd'hui, fait que l'espoir, c'est juste, je le garde toujours en tête dans tout, là, tu sais, dans mes forces, mais comme dans ce qui m'a servi, mais dans mes valeurs, on dirait que moi, en tout cas, si ça n'était pas une valeur gang, l'espoir devient une valeur aujourd'hui, mais sinon, tu sais, la solidarité, l'entraide, le partage, tu sais, moi, j'étais une fille que quand que j'étais petite, genre au primaire ou quoi que ce soit, tu sais, je donnais tout à tout le monde, genre, mettons que mon ami avait pas de sandwich, genre, j'aurais donné la moitié de mon sandwich. Je connaissais tous les anniversaires de tout le monde, je faisais des cartes d'anniversaire, je faisais des cartes à Pâques, je faisais des cartes tout le temps. Tu sais, j'ai comme toujours été la fille qui aidait les autres, la fille qui prend soin, là, beaucoup, là. Puis je trouve ça important, tu sais, moi, je suis comme vraiment pas individualiste, je suis vraiment comme, c'est ça, mes valeurs de partage, puis tout ça. Puis de la persévérance. La persévérance, ça fait vraiment partie de mes valeurs, de mes forces, de mes qualités aussi. Tu sais, il y a des choses qui font partie de nos valeurs, mais de nos forces aussi. Puis, ben, le respect, c'est sûr. Là, tu sais, je sais que tout le monde le nomme, le respect, mais tu sais, c'est la base d'une relation saine, le respect, la communication. Là. Fait que de toute relation interpersonnelle, puis comme genre, on est des êtres sociaux en constante interaction, on n'a pas le choix de se baser sur cette base-là. Ça fait partie de la game sociale, mais ça fait partie de la game. Quand tu parles de solidarité puis de collaboration puis tout, j'ai l'impression que c'est quand on est exposé à vraiment des intervenants en bas âge. C'est comme moi, j'ai un parcours à l'hôpital qui a été quand même assez important. Puis à parler avec d'autres personnes, c'est que j'ai l'impression d'avoir été exposée à toutes ces infirmières-là, puis ces intervenants-là professionnels qui se donnaient le relais, que veux pas, en étant exposé à ça, c'est peut-être plus facile d'assimiler cette valeur-là, puis de l'apprendre après pour quand tu es rendu adulte, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui, surtout dans la société actuelle, là, j'ai l'impression que c'est une valeur qui va en diminuant. Là. C'est clair. Puis comme tu dis, ben, d'avoir les professionnels, là, mais aussi rester avec plusieurs personnes. Là, moi, je me rappelle, les filles avec qui que je restais, c'était comme mes sœurs. Là. Il y avait comme une omerta, là, puis quand tu déjouais cette omerta-là, ça le faisait pas non plus, là, en tout cas pour moi, là. Mais, il était full importante pour moi, puis ça m'a vraiment appris plein de choses sur la vie, là, rester avec ces personnes-là, ces êtres humains-là qui avaient genre autant un lourd vécu que moi, mais qui étaient comme tout le monde, toutes uniques à leur façon, là, mais en tout cas, ouais, la solidarité, l'entraide, c'était quelque chose vraiment qui, moi, en tout cas, ça faisait sens dans mon parcours. Qu'est-ce que tu veux dire par il y avait une omerta entre vous? Dans le sens que, genre, on se protégeait, puis quand une fille disait de pas dire les choses, ben, on le respectait, à moins que, genre, elle disait qu'elle voulait se suicider, on s'entend, là. Genre, là, pour sa sécurité, on pouvait contrevenir ça, mais sinon, c'était comme, tu sais, si tu vas raconter les choses aux intervenants ou si tu me freines ou si tu t'arranges pour que je sois dans la merde par les informations que je t'ai dit, ça le fera pas, là. C'est la loi du silence, là, puis on se partage, puis on se back aussi, tu sais. Fait que, ben, si, mettons, t'aimes pas ton repas aussi, là, ça me dérange pas, tu sais, on peut switcher, là, tu sais, bref, on collabore ensemble, on s'entraide, là, tu sais. Fait que, s'il y a une fille qui aime pas sa tâche, puis que moi, ça me dérange pas, ben, on fait des compromis, puis on s'arrange pour que la vie soit le fun. Là. Puis les éducs à l'interne, ça vous laissait faire ça? Non. Non, on était beaucoup par en dessous. On était genre, bon, ben, mettons, tout le monde a fait nos tâches, mais ils nous laissaient pas échanger nos tâches, puis ils nous laissaient pas faire la loi du silence. Puis, tu sais, même moi, j'étais en proximité, je sais pas combien de mois, parce que les éducs pouvaient pas me faire confiance, là. Pour ceux qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi être en proximité, voudrais-tu expliquer? Ouais, être en proximité, c'est dans le fond, tu peux pas être dans aucun lieu commun sans la présence d'un éducateur, là. Fait que, tu sais, je te dirais même que si t'as envie d'aller faire caca, puis c'est à côté de la cuisine, il va falloir qu'il y ait un éducateur dans le passage, là. Puis ils vont probablement même aller vérifier dans la toilette après toi. Ben, ça, c'était à l'escale, tu sais, je précise, là. Parce qu'en foyer, mettons, moi, quand que je l'applique pour un jeune homme, dans mon cas, mettons, je vais m'assurer qu'il y a une présence d'éducateur dans un lieu commun, mais j'avais pas fouillé à la salle de bain après, là. Ça dépend c'est pourquoi la proximité, là, mais fait que ça peut être pour différentes raisons, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que des fois, quand ils voyaient qu'on était par en dessous, là, chose qui était plutôt subjectif, fait que je me demande pourquoi ça l'a été approuvé, mais en tout cas.
Puis, dans le fond, toi, c'est ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ça a commencé, ben en gros, pourquoi que, mettons, ma situation était précaire à la base, c'est quand que j'étais petite, ma mère était dans la prostitution puis dans la toxicomanie. Ça l'a amené mon père à essayer de s'occuper de tous ces beaux enfants-là. Tu sais, moi, j'ai deux frères, même mère, même père. Puis j'ai un frère aussi qui a pas la même mère, mais qui a le même père, mais qui est plus vieux que moi beaucoup, là, fait qu'il était déjà majeur. Fait que j'ai un père qui se retrouvait avec peu d'habileté parentale pour s'occuper de nous. Bref, c'est comme ma dynamique familiale qui a causé mon placement. Puis ben finalement, au final, j'ai été placée pour abandon, pour risque sérieux de négligence, parce que ma mère aussi avait des problèmes de santé mentale. Puis par la suite, ben, c'est rajouté d'autres codes de loi là, par la suite, parce que ma situation s'est complexifiée avec les années aussi. Là. La première ressource qui m'a accueillie, c'était une famille d'accueil temporaire, je pense que c'était 30 à 60 jours. Puis, ouais, fait que de répit, là, je pense que ça s'appelle. Comment t'as vécu ça, le fait de devoir quitter comme ça? Est-ce qu'on t'a préparé? Comment t'as vécu ce déménagement-là? Ben, mettons, la première fois que je me rappelle d'avoir quitté un milieu, là, mettons, si c'est ça que tu veux savoir, comme plus le feeling que ça m'a fait, c'est comme la vanette est venue me chercher, là. Fait que, avec ma TS qui suivait en char, puis c'était stressant, puis c'était beaucoup l'inconnu, puis comme je bouge avec toute ma vie dans ma valise. Je sais pas trop qu'est-ce qui m'attend, là. Puis ça, c'est comme la grosse histoire qui s'est répétée plusieurs fois dans ma vie, là. Fait que quand la vanette, elle arrivait, c'était comme, bon, ben, coudonc, on en est là. Puis à un moment donné, tu crées des mécanismes de défense, puis tu fais croire que ça te fait plus rien, mais c'est de la bullshit, là. Il y a personne qui était sensible à ça, là. Mais t'étais pas vraiment, tu te sentais pas vraiment préparée à ça. Je te dirais que mes transitions ont jamais vraiment été super bien planifiées, là. Ça a vraiment été beaucoup de cachotterie. Puis c'était beaucoup ça, là, de plus en plus. Là, c'est comme moi, j'observe dans ma pratique actuelle que c'est moins pire. Là. Mais puis, tu sais, encore là, il y a matière d'amélioration, mais dans mon cas, à moi, non, j'étais pas vraiment préparée. Là. Puis après coup, tu été capable de voir qu'est-ce qui a fait que tu as été changé de milieu aussi, mettons, souvent? Parce que de la manière que tu en parles, c'est comme si c'est arrivé quand même assez fréquemment. Ouais, j'ai vraiment vécu beaucoup d'instabilité résidentielle. J'ai fait beaucoup de milieux. J'ai fait plusieurs familles d'accueil, des milieux, des ressources intermédiaires, puis j'ai été en centre de réadaptation aussi. Quand tu es dans une place comme une famille d'accueil temporaire, c'est sûr que tu n'as pas le choix à un moment donné, même s'ils t'aiment, tout te repasse les délais, puis faut que tu flyes. Aussi souvent, en attente, bris de service, au lieu de m'envoyer à l'hôpital, ils faisaient comme tout pour m'envoyer ailleurs. Mais mettons, j'ai été à hébergement jeunesse pendant ce temps-là 2 fois, en attente de service. J'ai été au squat Basseville, hébergée, parce qu'il y avait des hébergements temporaires aussi en attente de service. Fait que, puis tu sais, souvent, ben, par mes comportements ou par mes difficultés, je vivais des rejets de mes familles d'accueil. Là. Fait que, il y a eu ça aussi là, qui a causé l'instabilité. Là. Il y a eu des familles d'accueil qui ont dit ben non, pour moi, c'est terminé. Fait que c'est sûr que ça rajoutait des blessures affectives par-dessus celles déjà présentes, mais c'est ce qui a causé vraiment. Je sais mes déplacements. Là. Il y a une partie aussi qui me revenait, mais dans le sens où je pense pas qu'on a essayé beaucoup de choses non plus pour me garder dans les milieux, puis qu'il y a eu du bon vouloir là, non plus. Je pense qu'on était rapide sur la gâchette pour des comportements qui étaient pas dramatique, à mon avis, à moi. Ouais, puis ça ramène aussi au fait de se demander aussi quels ont été les services ou les soutiens qui ont été offerts, premièrement à ta mère pour peut-être éviter que ce placement-là arrive, mais aussi à tes familles d'accueil qui peut-être avaient de la difficulté à gérer tes comportements. Comment, tu sais, on aurait pu mieux les soutenir aussi. Moi, ça me fait réfléchir à ces éléments-là également, tu sais, pour qu'on évite justement les déplacements puis qu'on permette une Ouais. stabilité, là. Ah ouais, 100%. Puis, tu sais, moi, tu parlais de ma mère, mais tu sais, moi, on me retournait souvent chez mon père, puis je me suis déjà auto-signalée, des alternantes à l'école qui me signalaient aussi. Il y a comme rien qui était fait, là. C'était lourd, là, puis on me retournait tout le temps là. C'était problématique. Il y avait une conjointe avec problèmes de santé mentale, problèmes de consommation d'alcool. On me retournait dans un milieu qui était toxique, puis je retombais toujours dans mes enjeux d'attachement, dans mes enjeux de trauma, là. Puis finalement, c'était pas positif, mais je pense pas que cette personne-là, étant mon père, non plus a reçu nécessairement un filet de sécurité puis un aide, mais
Quoique, je vous dis ça, mais je sais qu'il répondait pas aux appels psychosociaux puis qu'il en voulait pas tant que ça non plus, là. Fait que, il y a ça aussi, là, tu sais, qu'il faut dire, là. Je pense pas qu'ils peuvent offrir des services à quelqu'un qui s'en calisse, là. Non, c'est sûr. Quand on te proposait le retour à la maison, est-ce que tu as déjà verbalisé que tu n'étais pas à l'aise? Ben oui, 100%. C'était Ouais, pas ouais. pris en compte, j'imagine. Non, c'était comme ton père, c'est la personne chez qui tu dois être, puis on va réessayer, puis C'est la procédure. c'est la procédure. Puis là, t'arrives chez toi, puis tu te sens pas plus chez toi que dans une famille d'accueil, puis là, t'es comme, est-ce que c'est que je calisse ici? Je sais que je te ferai pas, tu sais, comme un mois, puis finalement, ça rajoute une couche de stress par-dessus la pression qui est déjà là, là. Fait que non, j'ai pas de temps à t'écouter là-dessus. Mais c'est ça, tu vois, moi aussi, je trouve ça super dommage parce que j'ai vécu la même chose. Puis, tu sais, j'étais dans un milieu, j'étais dans une ressource intermédiaire où ce que ça allait super bien. Puis, il m'en manquait pas long pour atteindre la majorité. Fait que j'aurais été là, quoi, 1 an de plus. Puis après ça, j'aurais pu avoir accès aux appartements supervisés. Mais le fait de me retourner chez mes parents, ça a tout scrappé le reste, tu sais. Hmm. Des fois, faudrait écouter En fait, il faudrait toujours écouter la parole des enfants. C'est Quand ça. on vise le pouvoir d'agir, puis l'alliance thérapeutique, puis Mais en même temps, comme intervenant, ça doit être difficile de faire la différence entre un enfant qui est vraiment pas bien dans sa famille puis l'aliénation parentale, parce que là, avec les parents séparés, c'est une autre couche de complexité à gérer, parce que l'enfant peut se faire monter à la tête par son parent. Fait que, tu sais, ça doit 100%. vraiment toucher, là. Pour être, tu sais, mettons, moi, dans ma situation, mon père était pas... Ma mère est partie quand j'avais 2 ans et quelques, là, fait que mon père était pas en séparation avec ma mère, puis mettons, moi, j'étais comme, je veux pas retourner là, je suis pas bien, la belle-mère, je le file pas, je me sens pas chez moi, je sais que ça marchera pas, je peux vraiment, tu sais, j'étais catégorique, là. Fait que c'est ça. Je sais pas dans leur analyse, je serais curieuse de voir, mais bref. Tu sais, je suis résiliente quand même. Je considère que chaque chose que j'ai vécue m'a façonnée comme être humaine, puis je reviendrai pas en arrière, là, c'est sûr. Du moment que tu étais placé dans tout ton parcours, est-ce que toi, parce qu'on parlait des services à tes parents ou à tes familles d'accueil ou autre, mais toi, en tant que jeune, est-ce que tu as reçu des services? Et Seigneur, ça dépend quel type de service. Tu sais, il y a des trucs que je trouve tristes parce que, tu sais, mettons juste les services dentaires, là. Je pense que j'avais été une fois chez le dentiste. J'étais arrivée à l'âge adulte, puis j'ai été consultée chez le dentiste, puis j'avais plein de problèmes dans la bouche, puis comme, honnêtement, je me rappelle d'y avoir été une fois, je pense, à 7 ans, là. Ça, c'est triste, là. C'est vraiment, ça n'a pas d'allure. Les services médicaux, il fallait beaucoup que je les demande par moi-même. Fait que c'est ça. Puis les services psychologiques, on m'en proposait beaucoup, mais j'étais vraiment pas rendue là. Fait que je me rappelle d'avoir déjà brassé du mobilier dans le bureau d'un psychologue parce que j'étais vraiment pas prête à la psychothérapie, disons, là, mais on m'en a proposé des services psychologiques, mais quand même assez tard, je dirais vers mes 16 ans, là. Fait que ça n'a pas été fait nécessairement avant. Fait que dans le fond, le premier milieu que tu as fait, c'est une famille d'accueil, puis après ça, c'est vers où qu'on t'a orienté? J'ai fait plusieurs familles d'accueil de suite. J'ai été dans des milieux intermédiaires. Je suis retournée en famille d'accueil. Puis j'ai été à l'Escale. Fait que, tu sais, j'ai fait plusieurs milieux de vie, là. J'ai L'escale, arrêté. c'est un centre jeunesse? C'est un centre jeunesse, ouais. Fait que c'est vraiment pas un foyer de groupe, là. C'est vraiment comme plein d'unités de vie. C'est un gros centre de réadaptation, là. OK. Puis comment tu as trouvé ça en ressources intermédiaires? Parce que moi aussi, j'ai été dans une ressource intermédiaire. On était 12 filles, tu sais, dans cette petite maison-là. Puis j'ai tellement aimé ça, là. J'ai vraiment trippé, moi aussi. C'était vraiment le fun. On pouvait avoir nos... Je me rappelle, OK? Genre, on arrivait là-bas, les chambres étaient tellement belles, genre. Je me rappelle, j'ai eu une famille d'accueil avec des belles chambres de même. Puis genre, quand je suis arrivée, j'ai fait, oh my God, la chambre est trop belle. Le monde sont chaleureux. C'est vraiment une belle ambiance. On mange bien. Je peux avoir mon sel sur moi. Je pouvais sortir. Tu sais, j'étais quand même libre. Puis moi, il y avait comme des places de réservées dans hébergement jeunesse. C'est comme des places de réservées pour les jeunes de la DPJ. Mais sinon, c'est beaucoup plus pour, comme, mettons, médiation familiale, tout ça. Fait que, tu sais, beaucoup d'ateliers avec les parents, tout ça, pour justement reconstruire un conflit familial, tout ça, puis travailler là-dessus. Mais moi, j'étais vraiment pas là-dedans. J'étais en attente de service. Fait que, ben, je me sentais un peu différente des autres filles qui étaient toutes là, full supportées par leurs parents, qui voulaient full
régler la situation conflictuelle. Mais c'est pas grave, tu sais, genre, je me suis fait des vraiment belles amies les 2 fois que j'étais allée à Hébergement Jeunesse, puis j'ai vraiment trippé. Puis Squat Baseville aussi, là, je pense que c'est un auberge du cœur. C'est une ressource pour fugueurs, dans le fond, de base. Il y a comme un milieu de vie, tu peux aller fuguer là-bas, tu t'en vas là-bas, puis les policiers peuvent pas t'arrêter, puis c'est comme vraiment réduction des méfaits. C'est vraiment travail de rue et tout. Mais tu pouvais rester hébergement plus ou moins prolongé. Je pense que ça existe encore d'ailleurs. Puis avant, c'était dans une vieille bâtisse, là, c'est vraiment nouveau, tout ça. Puis il y a des appartements supervisés aussi pour les majeurs. Il y a beaucoup d'organismes qui ressemblent aux auberges du cœur sans nécessairement être associés, là, parce que je regarde sur leur site internet, puis je ne pense pas qu'ils font partie du regroupement des auberges du cœur, mais ils ont une mission là, qui peuvent très bien ressembler justement à ce qu'on retrouve dans les auberges du cœur. Puis à Montréal aussi, il y a un service qui est semblable là, qu'on appelle le bunker pour accueillir les jeunes en fugue aussi. On a 3 jours de tampons, donc ça doit ressembler un tout petit peu à ça. Mais toi, ça a été une ressource donc qui t'a aidé, qui a fait une différence dans ton parcours, tu trouves? Oui, mais je te dirais que j'étais un peu traumatisée quand je suis arrivée là-bas la première fois, là, parce que, tu sais, c'est vraiment différent d'un auberge du cœur, dans le fond, maintenant que je pense. Là. Parce que, tu sais, il y avait des... Quand je suis arrivée là-bas, je suis arrivée sur l'ancienne formule, là. Fait que c'était comme sur la rue Saint-François à Saint-Roch. Là, c'était aussi à Saint-Roch, mais c'est comme dans un nouvel immeuble. Les mineurs sont pas tant mélangés aux majeurs, mais moi, c'était comme tout le monde mélangé. Puis, tu sais, il y avait du monde qui consommait à côté, du monde qui baisait dans les chambres. Puis, comme, quand je prenais ma douche, je me sentais pas 100% en sécurité, là. Tu sais, genre, je sentais pas... genre, mes choses étaient dans ma chambre, pas barrées, sinon, il fallait que je les mette dans un casier. Mais comme, avec tous les gens qui traînaient là-bas, puis, tu sais, qui avaient des gros problèmes de délinquance, là. Tu sais, c'était comme vraiment... Tu sais, c'est la marginalité, là. Ben, tu sais, moi, j'étais quand même jeune quand je suis arrivée là-bas, là. Fait que... j'étais quand même assez motivée dans la vie, puis je connaissais quand même ce monde-là, mais ça m'a quand même effrayée de rester dans un monde plus comme ça, genre jour et nuit, mettons. Fait que, mais après ça a précipité d'autres choses dans ma vie, puis c'est moi qui ai quand même demandé, j'ai comme supplié mon intervenante d'aller là, parce que j'avais des amis qui fréquentaient la ressource, puis c'était moi qui l'avais demandé, mais je l'avoue, maintenant, là, à 26 ans, là, j'étais effrayée totale, là, genre je dormais la nuit, je pleurais, là, puis j'étais comme, je peux te crisser mon camp d'ici. Fait que ça, c'était l'ancienne formule du squat Baseville, mais tu sais, j'ai su retourner dans la nouvelle, puis tu te sens vraiment plus en sécurité. Ça ressemble, c'est un peu plus institutionnel par contre, là, le nouveau bâtiment, là. Ça ressemble un peu à un centre jeunesse, là, tu sais, comme les numéros de chambre, puis tout, puis c'est comme, ça ressemble vraiment à des trucs de chambre jeunesse. Mais tu sais, les vétérans qui sont là, ils te font rapidement oublier que c'est pas un centre jeunesse, là, dans le fond. Ils te font rapidement prendre conscience que c'est une ressource avec des TR, puis que c'est super informel, puis que là-bas, ils sont juste là pour comme s'assurer que tu as les minimum de réponses à tes besoins de base. Là, fait que c'est vraiment cool, là, puis c'est fun. Y a-tu eu une approche ou un intervenant, de par son approche, qui a été plus significatif pour toi, qui a eu un impact positif sur ta trajectoire? Ouais, 100%. Je salue Catherine Proulx, travailleuse de rue. Catherine, par son approche, vu que je pouvais tout dire et qu'elle disait rien à mes intervenants, ça a vraiment été la personne, mon plus gros filet de sécurité dans une période où je me mettais vraiment en danger là, dans ma vie, puis où je n'étais pas consciente de ce que je faisais pantoute. Puis elle était là n'importe quand. Puis même, je suis tombée sur elle dans des situations où comme j'étais pas supposée tomber sur elle, là, c'est genre... puis elle est comme arrivée comme un ange, là, dans des situations, c'était comme spécial, là, mais je peux pas décrire ma relation avec cette personne-là, autre que... Elle était hyper sécurisante pour moi, puis c'était comme un peu une grande sœur, fait que c'était différent des relations comme autoritaires avec les intervenants. C'était une approche qui a vraiment fonctionné avec moi, là. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, c'est un peu, peu importe la situation ou peu importe la merde dans laquelle tu t'étais foutu, elle te prenait puis elle t'aidait, là. Oh, ouais, elle était là, puis elle était travailleuse de rue au projet Intervention Prostitution Québec. Puis je pouvais me pointer là-bas ou juste la croiser dans la rue ou l'appeler n'importe quand sur son cell, tu sais, en la textant. Puis elle me répondait rapidement, puis elle était tout le temps là. Tu sais, mes propres parents venaient pas me voir à l'Escale, elle venait me voir à l'Escale. Fait qu'elle venait me visiter. Puis même quand que je pouvais pas sortir, puis qu'il y avait des mesures, tu sais, elle pouvait être là n'importe quand. Fait que c'était vraiment le fun. Puis comment ça s'est passé pendant ta transition à la vie adulte? Hilala! OK, ben premièrement, on va en parler de ma transition à la vie adulte. Là. C'est très triste, OK? Genre, je suis très résiliente, puis je pense que j'ai transformé ça en quelque chose de beau.
Mais moi, je suis née le 27 décembre. Ça fait que, qu'est-ce qui arrive le 27 décembre quand que t'es placé avec les intervenants et tout ça, c'est que tout le monde est en vacances. Même ton intervenant attitré, même si t'as du temps, est en vacances, là, tu sais, elle a des vacances de Noël, tout ça. Fait que ça a été très compliqué orchestrer mon déménagement. Ben, premièrement, il y a zéro planification à Viaduc qui a été faite avant, là. Tu sais, moi, j'étais dans une unité autonomie, où ce qu'on apprenait à faire un budget, mais genre à m'acheter du shampoing avec une fausse carte, puis des petites affaires, tu sais, c'était ça l'autonomie qu'on m'a fait faire, là. Sinon, moi, un mois avant mes 18 ans, j'ai arrêté de me mettre dans le trouble, puis j'étais revenue au CR parce que je vagabondais, disons ça comme ça. Puis j'étais revenue au CR un mois avant mes 18 ans, je me suis trouvé une job, un appart, puis comme j'ai eu ma paye le 31 décembre, j'ai rentré dans mon appart le 1er janvier. J'étais comme bénie par les dieux, là, parce que, tu sais, ça prend comme plusieurs semaines d'arriérage, là, avoir ta première paye. Fait que j'ai été vraiment bénie par les dieux, mais j'ai eu aucune préparation. J'ai passé hâte sur PQJ, parce qu'avant, c'était comme 15 ans et 3/4 que tu fais inscrit, puis si tu passais hâte, si tu n'étais pas inscrit. Puis on m'a pas inscrit, en fond, on a oublié de m'inscrire. Mon travail social a oublié de m'inscrire. Puis de toute façon, je vais être bien honnête avec vous autres, je n'en voulais plus de service là, à 18 ans, fait que je suis pas sûre que je l'aurais... J'étais plus... j'aurais aimé ça qu'on mette un filet de sécurité au niveau des organismes communautaires, mais heureusement, j'ai eu des belles capacités par moi-même d'aller les chercher parce que j'en côtoyais déjà beaucoup par mes pairs et tout. Fait que, pour en revenir à mes 18 ans, c'est ça, il n'y a pas bien d'intervenants de présent, on essaie d'orchestrer tout ça. J'ai fait certains voyages en autobus. J'ai une intervenante qui s'appelle Christine, je me rappelle qu'elle avait loué une minivan pour venir me déménager. Puis, il restait des choses encore, puis il a fallu que les intervenants supplient mon père pour qu'il vienne me porter dans mon 1,5, genre avec le reste des choses qui me restaient. Puis, fait qu'il est venu, genre, d'après moi, il était pris par les sentiments parce que ça faisait plusieurs mois qu'on s'était pas parlé. Il est venu, il a pris mes choses, puis il est venu me porter dans mon 1,5. Il m'a zéro demandé si j'avais quelque chose à manger, genre, il m'a zéro demandé si j'allais être correct. Il a juste comme fait, ben, crime, t'as une belle appartement, là. Ben, écoute, on serait écrit s'il y a quelque chose. Fait que je me suis ramassée seule dans mon petit 1,5 avec moi-même, puis je pleurais. Ben, gros, ma vie. Dans le fond, juste pour vous expliquer, là, parce que c'est le 27 décembre que j'ai eu ma fête, mais ils m'ont prolongé mon placement jusqu'au 31, je pense, ou au 1er que j'avais mon appart, je me rappelle plus exactement. Mais ils m'ont prolongé, je pense, 3 jours à l'escale pour pas que je me ramasse dans la rue ou comme à l'Aubervière ou quoi que ce soit. Est-ce que tu étais aux études à ce moment-là? Non, j'avais arrêté, moi j'ai arrêté les études un petit peu avant ou un petit peu après mes 16. Puis j'avais essayé de retourner aux adultes à distance là, pendant que j'étais placée à l'escale, mais ça n'avait pas fonctionné. J'avais pas une assez grande maturité. Fait que je travaillais à temps plein, mais tu sais, je perdais mes emplois. J'ai gardé 2 jours. C'était ridicule. Là. J'avais aucune stabilité dans ma vie. OK. Fait Je que sais que maintenant, puis j'imagine à notre époque aussi, parce qu'on a à peu près la même âge, mais je sais que maintenant, c'est ça, que pendant la période scolaire, on peut garder les jeunes. Donc, même si, comme toi, tu as 18 ans en décembre, on peut te garder jusqu'en juin, juillet, le temps que tu finisses ton année scolaire. Fait que ça peut déjà un peu aider. Mais là, dans ton cas, j'étais plus à c'était... l'école. Puis de toute façon, comme tu l'as dit, j'imagine que tu avais hâte de partir de là. J'avais hâte de partir, mais une semaine là, avant mes 18, là, j'ai tellement pogné la chienne, les filles, là, puis je me suis tellement rendu compte que je les aimais, mes intervenantes, puis que c'était comme mes petites mamans, puis que les filles, c'était comme mes sœurs, puis que c'était comme mon lieu de référence ici, puis je me sentais en réalité en sécurité. Fait que je vous dis, là, le nombre de fois que j'ai pleuré avec des intervenantes qui venaient me voir dans ma chambre, t'es-tu correct, Victoria, tu t'isoles? Hey, c'est juste que ça me déchire le cœur, genre, je veux pas partir, gardez-moi. Fait que c'est tellement paradoxal, là. Mais, ouais, fait que c'est sûr que, tu sais, comme, j'en voulais plus de service, mais d'un autre côté, j'aurais aimé ça qu'ils me gardent. Puis j'étais pas prête à faire ce grand saut dans le vide-là, mettons. Fait que, je sais ça, je me suis ramassée dans mon 1,5. C'était comme une maison séparée en 3 logements. Puis en bas, ben, il y avait mon petit 1,5 avec ma petite toilette. Puis je me rappelle, là, c'était vraiment triste ma vie. Je me sentais très seule. J'avais comme personne vraiment qui contacter, sauf des personnes fucking négatives que je savais très bien qu'elles allaient vraiment pas m'aider. Puis l'affaire que je vous dis, c'est tellement triste. Tu sais, là, les petites lignes là, qui mettent en avant des frigidaires, là, tu sais, les lignes rouges, tu peux pas entrer dans la cuisine, puis tu peux pas ouvrir le frigidaire. Tu sais, moi, j'ai été dans des familles d'accueil, beaucoup de familles d'accueil, parce que je peux pas ouvrir le frigidaire, dans des unités où on peut pas vraiment ouvrir le frigidaire. Puis pour illustrer, là,
l'effet que ça a sur les jeunes, là, moi, ça a pris au moins 6 mois et plus avant que je me permette d'ouvrir mon frigidaire et que je me dise ça, c'est à moi, genre je peux mettre la nourriture dedans. C'est fucking triste. Fait que pensez-y avant de le faire. C'est des genres de mesures qui peuvent avoir vraiment des répercussions là, psychologiques à long terme sur les gens. Là. Fait que c'est ça. J'étais dans mes gros problèmes personnels, puis j'avais besoin d'en sortir. J'ai perdu mon emploi un peu après mes 18 ans. Bref, je sombrais dans des choses très négatives. Je veux dire, je faisais brûler du bacon dans mon 1,5, ça sentait le calice partout. J'ai comme un cadre de ville là, qui m'avait acheté pour décorer mon appart, puis je me suis acheté à mettre le gonflable. Fait que moi, je suis comme partie avec ça, puis mon linge, puis... fait que c'était ça, comme... Fait que moi, là, je peux-tu vous dire que mon matelas gonflable, c'est brisé vite, là? Mais là, c'est ça, un matelas gonflable pour un appart, tu sais, pour partir en camping, ok, là, mais pour aller en appart, c'est peut-être besoin... Ouais, puis quand tu découvres ta sexualité, il brise vite. Non, mais sans joke, on s'entend. Tu rentres, tu fais juste monter sur un matelas gonflable, puis ça pète, là. Mais imaginez la suite, fait que, bref. Ouais, fait que j'ai des souvenirs de ça, c'était vraiment, c'était quelque chose. En plus, comme tu le disais un peu plus tôt, toi, t'es quelqu'un de nature extrovertie, fait que ça devait être encore plus difficile de faire le deuil. Ah, je suis vraiment pas une personne solitaire dans la vie, je reste vraiment pas longtemps seule. Genre, je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps seul, puis je me nourris beaucoup du contact avec les autres. Fait que, dans le fond, j'étais jamais chez moi. J'étais tout le temps rendue comme en base avec mes amis en train de traîner dans la rue parce que j'avais besoin vraiment de contact social. Fait que j'étais genre vraiment jamais là, puis c'était le bordel chez nous, je me rappelle, c'était dégueulasse. Quand j'ai rencontré mon chum, il est rentré chez nous, il fait « Hé, tabarouette, ok ». Fait que j'avais comme pas j'étais pas ordonnée, puis j'étais jamais là, puis c'était vraiment pas ma priorité de toute façon, mon appart dans ma vie à ce moment-là. C'était comme vraiment juste pour faire dodo une fois de temps en temps. Là, puis comment tu t'es sortie de cette impasse, si je peux dire ça comme ça? Comment je m'en suis sortie? Ben, j'ai rencontré mon chum, je vous dirais. Mon chum, je l'ai rencontré à 18 ans et demi. Puis rapidement, il est venu rester avec moi. Puis comme, je vous dirais que 6 mois plus tard, je commençais déjà à travailler sur mes difficultés personnelles. J'ai fait mon permis de conduire. Tout s'est emboîté, genre... Puis, tu sais, il fallait que je tasse le monde négatif de ma vie, là. Fait que ça, aussitôt que ça s'est fait, j'avais moins de problèmes, là, soudainement. Là. Puis là, la vie, comme, m'envoyait des signaux, là. Tu sais, on dirait que tous les bons chemins que j'ai pris, ça m'a éliminé des nouvelles lumières. Puis comme, tu sais, après ça, après mon permis de conduire, j'étais allée aux adultes. J'ai fait un peu plus que 2 ans d'année scolaire en 10 mois. J'étais fucking motivée. Je suis rentrée en technique d'éducation spécialisée. J'ai fait mon 3 ans là. Tu sais, c'était comme, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi aussi. Fait que j'avais déjà réglé des problèmes personnels, mais ça m'a vraiment fait du travail d'introspection personnelle beaucoup plus. Puis, c'est quoi la connaissance ou le savoir qu'on t'a transmis qui t'a le plus illuminé, je sais pas, qui t'a le plus surpris? Ben, je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris, là. Okay. C'est quand ça, oui, là, on a des méchants gros bagages de vie, il n'y a pas grand-chose qui me surprend dans la vie, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris, là, sur diverses clientèles que je connaissais pas, parce que l'éducation spécialisée, c'est plusieurs clientèles, là. Fait que, tu sais, l'exclusion sociale, les personnes plus marginalisées, les personnes avec des troubles du spectre de l'autisme, des déficiences intellectuelles, je connaissais rien là-dedans. Dans les cours, plus, tu sais, jeunes avec des difficultés d'adaptation, tu sais, je me reconnaissais beaucoup. Je faisais juste de lien avec la matière, avec des expériences concrètes, là. Mais, tu sais, ouais. Fait qu'on m'a appris beaucoup, mais j'ai pas été comme surprise, mais c'était vraiment intéressant, puis c'était tout ce qui m'intéressait, fait que j'en mangeais de l'école. Tu sais, je trippe, tu sais, j'étais une fille qui adore l'école de base, tu sais, j'étais petite, puis mon Dieu, que l'école, c'était toute ma vie, là, tu sais, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ça, à savoir, tu sais, le savoir, des nouvelles connaissances, puis juste aller sur les bancs d'école, puis comme me faire une to-do list, puis surligner toutes mes choses, je trouve ça tellement satisfaisant. Je sais que je suis un peu bizarroïde, mais je suis comme ça, là, je tripe vraiment, j'aime vraiment l'école. Gang, aller à l'école. Moi, personnellement, ce qui m'a surpris le plus, ce qui m'a le plus envahi, c'est toutes les théories, toutes les choses qui ont rapport avec les biais cognitifs et la psychologie sociale. Les interactions entre les êtres humains, puis toutes les dynamiques qui peuvent s'installer, des dynamiques de pouvoir, des dynamiques intra-groupe. Puis à l'extérieur aussi, tu sais, c'est comme tous les conflits qui peuvent arriver. C'est comme toutes des choses qui m'ont comme vraiment... Surtout, tout ce qui a rapport avec les biais cognitifs, là, c'est vraiment ça qui vient me chercher le plus. Là. On dirait qu'il y a plein de choses qui se sont expliquées, hein?
Genre, il y a tellement de choses qui faisaient du sens, puis, tu sais, oui, c'est surprenant dans le sens que ça met des mots sur des choses qu'on comprenait pas, là. Puis tu sais, on fait des liens avec des choses qu'on comprenait pas, mais, puis tu sais, on attribue tout ce qui est plus sociologique aussi, tout ce qui est plus interaction sociale, justement, soit ce qu'on a vécu. Puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est correct de ramener ça quand tu es aux études à ce que tu as vécu, parce que ça te fait faire des liens avec l'amateur. C'est comme en ce moment, moi, j'étais à l'université, puis je fais beaucoup plus des liens avec ma pratique professionnelle, mais j'ai trouvé ça tout autant pertinent de le faire quand que j'étais au cégep avec mon vécu expérientiel, parce que c'était ça à quoi je pouvais me référer, tu sais. Puis c'est correct, là, il faut avoir des images, puis on développe juste des nouvelles images en vieillissant. Puis ça, je trouve ça le fun aussi, il faut qu'on en parle, là, parce que, comme avant, là, tu sais, juste être une jeune placée, ça pouvait être lourd, là. C'est genre tout tourner autour de ça. Puis, tu sais, même à un moment donné, je me suis éloignée un peu des implications sociales parce que je trouvais que j'étais juste ça, là. Mais tu sais, plus que ça va, plus que c'est derrière moi, puis tu sais, ça fait partie de mon identité, puis c'est dans mon cœur, là. Puis comme je l'assume à 100%, puis c'est que ça fait partie de mes batailles, là, tu sais, la transition à la vie adulte, le respect du droit des jeunes, le pouvoir d'agir dans nos services, puis ça. Mais il faut être un être humain puis se développer ailleurs aussi. Tu sais, je trouve ça super important, là, parce que ça, je trouvais que j'étais juste une étiquette, finalement. C'était vraiment ça. C'est que ton identité ne s'arrête pas qu'à ça. Et il y a plein d'autres choses autour de ça aussi. Fait que c'est vraiment important. Puis, tu sais, pendant qu'on est dans une parenthèse, je voudrais dire à tous les journalistes qui nous écoutent que nous ne sommes pas des enfants de la DPJ. Nous sommes Jessica, Maggie, Victoria, qui ont reçu des services de la protection de la jeunesse. Mais c'est parce que, tu sais, ça me fait toujours capoter quand j'entends enfant de la DPJ. Puis je trouve ça correct, là, c'est correct, mais ça me fait un peu frissonner. C'est comme si on sort du vagin des institutions. Puis c'est très dramatique, genre, c'est très dramatique. Alors que, tu sais, mettons, moi, j'ai une vision très positive de mon vécu en protection de la jeunesse, là, tu sais, je veux dire, je considère que on m'a quand même protégée, puis on a quand même pris soin de moi là-dedans, là. Peut-être pas toujours de la bonne façon, mais je suis quand même très résiliente là-dedans, puis, tu sais, je suis pas juste un enfant de la DPJ, là, tu sais, je suis juste comme... Puis, tu sais, c'est ça a tellement été difficile de me définir autrement que j'apprécie qu'on m'appelle pas comme ça, tu sais, maintenant. Mais je pense aussi que, tu sais, moi, ça m'a fait ça avec la maladie, tu sais, je me suis souvent... mon identité était souvent liée à un diagnostic. Là. Tu sais, j'avais eu l'hépatite C, puis j'ai tout monté une personnalité flamboyante avec le piano à travers tout ce véhicule-là. Parce que mon avatar s'appelait la pianiste qui rêvait d'humanité. Puis on dirait que ayant vraiment tout focusé là-dessus, ayant bâti cet avatar-là à partir d'un diagnostic, ça m'a comme nuit à un moment donné parce que quand on m'a annoncé que j'étais guérie, c'est là que ça a dérapé. C'est fou, hein? Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que quand on se fait comme poser une étiquette, on n'est pas juste l'étiquette de, mettons, les jeunes placés par la DPJ ou, mettons, ton diagnostic, on est comme tout ce qui est les préjugés puis la stigmatisation derrière cette étiquette-là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, si tu dis je suis un enfant de la DPJ, je suis aussi comme, aux yeux de la société, faites attention, gang, mais je suis comme aussi une délinquante. Mes parents ont eu faire avec moi, une petite crise, des problèmes de comportement. J'étais sûrement dans l'exploitation sexuelle avec une gang de noirs à Québec. Tu sais, genre, j'exagère, mais les gens ont encore cette option-là. Fait que c'est ça aussi, là, tu sais, changer la façon de nommer les choses, c'est changer l'étiquette. Si tu m'appelles Victoria, tu sais, jeune femme qui a reçu des services de la protection de la jeunesse ou t'es une enfant de la DPJ, c'est différent, puis ça a une connotation différente, mais il faut aussi travailler sur les préjugés. Là. Fait que ça, c'est important. Mais je trouve ça intéressant, les nuances que tu apportes, parce que, tu sais, moi, personnellement, j'aime bien m'identifier en premier comme une ex-placée ou une enfant de la DPJ. Fait que, tu sais, c'est un peu à l'opposé de ce que tu dis, parce que pour moi, c'est rendu une fierté, puis justement, c'est en le disant, puis avec la posture que j'essaie d'avoir, je me dis c'est comme ça qu'on va peut-être changer ces préjugés-là. Mais après, tu sais, je comprends la nuance que tu dis, tu sais, que t'apportes. C'est juste une question de nommer les choses parce qu'en fait, moi aussi, je m'identifie là-dedans. Tu sais, mettons, tu sais, mon travail, on s'entend, c'est une continuité de mon parcours. Là. Tu sais, quand que je sens qu'il y a une atteinte à mon sentiment de compétence ou, tu sais, c'est mon identité qui est touchée, là, parce que c'est ma continuité de mon histoire de vie. Là. Le fait que je sois éducatrice pour la protection de la jeunesse, c'est fait que je m'en sois sortie, mais que j'ai continué d'aller là-dedans. Le fait que j'ai décidé de passer ma vie là, dans le DPJ, finalement, là, on va se le dire. Là. Fait que, tu sais, moi, tout tourne autour de ça dans ma vie, là, tu sais, c'est sûr. Là. Mais c'est juste qu'on peut être autre chose si, être d'autres humains, être considéré aussi.
Parce que souvent, tu sais, mettons, juste d'être dans les projets de recherche, là, quand que je suis impliquée tout ça, on me demande comme exercer, on me demande jamais comme intervenante. Tu sais, moi, je travaille fort pour être reconnue comme une bonne intervenante, puis pour mon expertise, puis mon professionnalisme. Fait que j'aimerais ça qu'on le reconnaisse aussi. J'aimerais ça qu'on reconnaisse les deux. Ça serait l'idéal, tu sais. Mais c'est parce que tu viens vraiment toucher un sujet qui est vraiment sensible puis full passionnant pour moi, parce que c'est aussi mon projet de recherche. Donc, oui. Mais tu sais, moi j'ai comme appris que on parle de savoir d'expérience, puis qu'il y a des auteurs là, qui parlent qu'on a 3 sources de savoir d'expérience. Puis justement, ces savoirs d'expérience-là sont multiples, puis sont dynamiques, puis ils évoluent dans le temps, mais il faut arrêter justement de nous voir comme uniquement des anciens bénéficiaires de services ou uniquement, genre, nous impliquer pour notre vécu expérientiel, tu comprends? Fait que les 3 sources de savoir d'expérience, donc il y a le savoir expérientiel d'avoir vécu une situation de placement ou d'avoir reçu des services. Ensuite, il y a les savoirs d'expérience. Exemple, ben là, c'est surtout basé sur la paire aidance, là. Donc, il y a les savoirs d'expérience antérieure. Donc, le fait d'avoir, par exemple, une profession qui est éducatrice spécialisée, par exemple. Donc, qui possède des savoirs professionnels, des savoirs pratiques également, issus, bon, de tes formations. Puis les autres savoirs, c'est les expériences du travail de père aidant, par exemple. Fait que, tu sais, ces différents savoirs-là sont, comme je le disais, multiples dynamiques. Fait qu'il faut justement changer cette dynamique-là que on n'est pas uniquement des anciens placés, puis on a développé des expertises, oui, en fonction de notre vécu. Tu sais, par exemple, si on a vécu l'itinérance, la santé mentale, des choses comme ça, ben on développe une expertise plus approfondie sur cet enjeu-là, mais aussi notre identité s'arrête pas à juste un ancien placé, c'est aussi maintenant qui on est. C'est pour ça qu'on aime bien commencer notre podcast avec t'es qui, tu fais quoi aujourd'hui dans la vie, parce que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, que on n'est pas que uniquement des anciens placés, puis on est fiers, en fait. On devrait tous être fiers d'être rendus où on est rendu dans notre vie, puis d'avoir traversé ça. Fait que c'était ma petite longue parenthèse sur nos beaux 100%. savoirs 100%, mais tu sais, d'expérience. je trouve tellement que c'est difficile si on parlait de l'identité avec mon projet identitaire, mais je trouve ça tellement difficile de se développer sur toutes ces sphères de vie-là quand il n'y a pas non plus, tu sais, exemple, là, mettons, si on parlait de la recherche, mais tu sais, mettons moi dans mon domaine, là. Tu sais, je sais pas sur quel pied danser, là. Tu sais, il y a des gestionnaires qui pensent que on porte le chapeau d'éducatrice tout le temps. Tout le temps, là, tu vois. Tout le temps. Ben, il y a d'autres gestionnaires qui disent, ben, Victoria, ton double savoir, tu le possèdes tout le temps, puis tu peux l'utiliser dans n'importe quelle circonstance, mais c'est difficile éthiquement, là, tu sais, parce qu'on parle d'éthique, alors que moi, je pense qu'un intervenant qui a un savoir-être, un savoir-faire, est capable de faire les deux, tu sais. Mais c'est difficile, parce que même moi, je sais pas comment que je peux me développer là-dedans. Je connais pas l'ouverture des gens. Puis, tu sais, heureusement, j'ai un coordonnateur professionnel qui m'aide beaucoup là-dedans, puis qui me dit comme, non, ça fait sens. Puis comme, quand tu es interpellé dans des projets comme ça, t'as pas besoin nécessairement de te faire valider par un gestionnaire, tu sais, puis ça fait sens. Mais tu sais, la manière que t'as dit ça tantôt là, avec la gestionnaire qui dit t'es éducatrice tout le temps, là, Ouais. ça doit être lourd parce que une vie 24/7, là, que tu es en représentation, puis tu as tout le temps un costume, puis il faut tout le temps que tu fasses attention à tout, pour que tu gardes ton image de sacro-saint, là, ça doit pas être évident, là. Ouais. Puis c'est comme s'il y a des choses qui sont non dites, mais qui sont senties, là, de comme commencer, puis d'avoir l'impression que tu peux pas, mettons, participer à des projets comme comment on participait là, à la recherche, tout ça, puis nécessairement nommer tes points sur la sphère publique, parce que c'est comme si tu critiquais le système dans lequel tu travailles. Mais quand tu as vécu quasiment toute ta vie dans cette institution-là, puis que tu veux participer pour une cause sociale, pour faire changer les choses, pour donner une voix, je veux dire, Victoria, l'éducatrice, puis Victoria, la jeune militante, l'ex-placée, on peut les séparer, là. J'ai pas besoin de l'autorisation de personne pour faire valoir mes valeurs. Selon les contextes ou les milieux où tu as travaillé, avec les collègues avec qui tu as pu être, ça a pu être différent dans la manière où on te percevait, puis dans la manière où on mettait en valeur tes savoirs d'expérience aussi. Fait que c'est intéressant. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'organisation,
c'est beaucoup la gestion, tu sais, au niveau des gestionnaires, parce que mes équipes de travail, j'ai toujours été vraiment considérée, vraiment accueillie. Je me suis fait des amis, tu sais, j'ai travaillé avec des intervenants qui étaient mes intervenants dans le passé, puis ça a été bien reçu aussi. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est à un autre niveau, que c'est vraiment très systémique. C'est les politiques sociales, c'est les gouvernements, c'est les protocoles, Mais tu sais, un système aussi aversif à la critique, là, c'est ouais. pas normal. C'est ça l'affaire, c'est que pour être capable d'améliorer les choses, faut être capable d'être critique. Puis je pense que le fait que ça vienne juste de petits comités de personnes bien sélectionnées pour pas trop froisser le monde, je pense que ça nuit grandement à l'amélioration des services. Non, mais les jeunes, faut qu'ils fassent preuve d'introspection dans leur vie Ben pour oui. évoluer, pour se réadapter. Mais la DPJ, par exemple, a beaucoup de difficultés à faire preuve Alors, tu sais, en plus, tu sais, on est des adultes, tu sais, nous trois, mettons, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un discours nuancé non plus. Mais moi, je suis une personne très nuancée, puis tu sais, il faut toujours avoir les divers côtés de la médaille. Faut pas juste nommer les choses comme blanc ou noir, faut savoir utiliser de la nuance dans nos propos, puis c'est là que ça devient super pertinent de partager, tu sais, parce qu'on n'est pas juste dans la critique comme émotionnelle, là. Ça m'a fait vivre ça, puis c'est rien que des ça. Non, c'est comme, je l'ai vécu comme ça, mais selon moi, il y avait ça dans l'analyse, puis voici ce qu'on pourrait faire pour apporter des changements, tu sais. Mais c'est quasiment comme si la moindre critique, tu sais, comme je vais t'imaginer ça avec mon père, là, qui c'est quelqu'un qui fondamentalement a beaucoup de difficultés à accepter la critique, même constructive. Puis on dirait que le système, c'est un peu ça, là. Ah ouais. Ouais, puis on marche sur des œufs, là. Ben, en tout cas, moi, tu sais, c'est vraiment comme ancienne jeune placée qui est dans les services. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est clairement moi qui se mets cette pression-là tout seul, là. Il y a personne qui m'amène, mais j'ai l'impression que vu que je suis une ancienne jeune placée dans ce domaine-là, il faut comme doublement que je montre à tout le monde que je suis capable de faire la job, puis que je suis même capable de plus, puis comme que j'ai comme si j'avais quelque chose à prouver, alors que, tu sais, j'ai vraiment quelque chose à prouver, mais je suis comme, tu sais, ça, c'est tous mes critères de performance à moi aussi, là, mais je sais pas. C'est peut-être aussi quelque chose qui est senti dans l'ambiance ou dans ce qu'ils m'ont dit, puis qu'est-ce qui est senti, mais... Mais t'as pas l'impression d'avoir, tu sais, veux pas avec tout ce que t'as traversé, ce serait peut-être normal que t'aies peur de te faire abandonner. Par mon emploi, tu veux dire? Ouais, mais c'est parce que, mettons, là, t'es un jeune, là, tu traverses la DPJ, tu te fais barouetter d'un bord puis de l'autre. Il y a des choses que tu vis comme un abandon, que veux pas t'internalises, puis qu'après ça, ben, rendu à ta job, ça se peut que t'aies peur de ça, tu sais. Mais tu sais, j'ai pas peur de me faire abandonner. Je sais que je suis vraiment crissement compétente, là, puis que je fais vraiment une bonne job. Mais c'est sûr que c'est dans les relations, là. C'est sûr que je te cacherai pas que, tu sais, mettons, après avoir été 3 ans dans un foyer, je me vois pas, genre, ne plus accompagner ces enfants-là. Je vivrais une grosse crise d'attachement si ça c'était plus le cas. Puis de se séparer de mes collègues, puis des liens que j'ai construits. Mais c'est tout part des liens, là. Mais tu sais, j'ai pas peur de me faire rejeter par mon employeur. Je sais que je fais la job, puis OK. Parce que je vais donner un autre exemple, là, c'est que j'ai déjà étudié en technique juridique, mais j'étais la seule qui avait des problèmes de santé dans toute la gang. Tu sais, moi, je me projetais en emploi puis tout, même si c'est pas ça pas en tout que j'ai fait dans la vie. J'avais tellement peur de me faire tasser à cause de mes problèmes de santé que rendu à l'école, j'étudiais toute la fin de semaine, je faisais des affaires qui n'avaient pas d'allure, là, juste pour avoir des 95, des 100%, puis être comme dans les tops de la classe pour être sûr d'avoir une job après, là, tu sais. Pour essayer de compenser, c'est comme si je voulais compenser. Ouais, ben oui, un peu. C'est ça, Ouais. oui, parce que ouais, je vise l'excellence, mettons. Tu sais, moi, mettons, en bas de 96 à l'école, je pleure. Je braille toutes les larmes de mon corps, genre. Tu sais, c'est intense, hein. Tu sais, je veux dire, 92, c'est correct pour Madiment, mais moi, en bas de 96, c'est dégueu. Puis à job, ben, je peux pas me permettre de faire des erreurs. Sinon, souvent, ça passe mal. Puis je vais me cogner sur la tête parce que, alors que tout le monde sont tu sais, tout le monde est en apprentissage. C'est un métier que tu apprends constamment, tu sais. Fait que c'est normal que tu fasses des erreurs. Mais c'est ça, j'ai tendance à tout le temps comme bang, 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 me cogner sur la tête. Puis je suis vraiment faite de même, mais il y a quelque chose qui appartient à ma personnalité. Je veux dire, je suis capricorne, j'ai une forte personnalité. Je suis comme très, très, très perfectionniste, très, très, très demandante envers moi-même puis envers les autres aussi, là, malheureusement. Ça vient avec. Ouais, c'est ça.
Moi, je vois ça aussi peut-être comme une peur un peu de la stigmatisation quand tu parles tantôt qu'il faut que je fasse mes preuves, que je montre que je suis une personne compétente. Peut-être aussi lié à une certaine peur de te faire dire que t'es biaisé ou qu'on te stigmatise par rapport à ton vécu, là. Fait que c'est une hypothèse que j'en Ben, mets. c'est sûr qu'il y a des biais inconscients aussi, là. Tu sais, il y a plein de choses qui sont inconscientes puis qui font partie. Tu sais, moi, je pense que oui, ça fait partie des choses, là. Puis, tu sais, je pense aussi que je me bats un peu, tu sais, comme j'essaie de comme sortir du lot pour montrer que n'importe quel jeune, faudrait croire en eux, puis qu'ils peuvent tous s'en sortir pour devenir quelque chose de grand, là. Tu sais, c'est comme quelque chose de plus grand que soi, là, que je porte, là. Comme, je porte une mission très grosse, je trouve. Mais ça m'allume, là, puis je trouve ça correct de la porter, mais des fois, comme ça devient plus grand que nature, là, tout ça. C'est pas juste une job, là, c'est une mission de vie, genre. Ouais, mais en même temps, tout le monde devrait avoir cette vision-là parce que considérer les humains comme égaux puis qui ont tous une valeur, ça devrait Ouais. être la base. Au moins des gens qui travaillent en intervention, tu sais, puis moi-même, pour avoir expérimenté à l'interne, d'entendre des intervenants dire, hey, ce jeune-là, là, il n'y a plus rien à faire avec lui, ça va finir en prison ou à la morgue, là. Puis quand t'entends ça, là, tu peux pas être indifférent, que tu sois passé en protection de la jeunesse ou pas. Tu peux pas rester indifférent face à des propos comme ça qui considèrent vraiment pas la personne pas à Mm. sa juste valeur puis qui voit pas ses forces puis c'est toute C'est la drôle, ça me dit quelque chose, cette phrase-là. Mais ouais, non, c'est le genre de phrase que je me suis déjà fait dire. C'est heureusement, il y a des gens qui m'ont aussi dit hey, toi, t'es vraiment une personne leader. Mais autant que tu peux l'utiliser positivement que négativement, tu sais. Ça peut t'attirer vers un côté sombre, mais si tu l'utilises bien, tu vas aller crissement loin dans la vie, ma fille. Puis clairement, j'ai pris plus l'opinion de la personne qui était positive envers moi que l'autre personne que j'ai juste trouvé, qui trouvé comme intervenant pour me dire ça, tu sais. Fait absolument. que, Puis tu sais, genre, je veux dire, même si le jeune fait de quoi là, que tu trouves socialement pas approprié, exemple de vendre de la drogue, tu sais. Mais tu peux quand même voir les bons côtés de ça. C'est quand même quelqu'un d'entrepreneur qui est capable d'avoir des relations sociales, de prendre des responsabilités. Bref, il y a plein de forces, plein de compétences que tu développes. Je suis pas en train de prôner ici du tout la vente de drogue. C'est pas ça que je veux dire. Je vais juste dire qu'il faut quand même voir que ces jeunes-là, pour être capables de faire ça, possèdent des compétences qu'on peut valoriser autrement dans des activités légales. Fait que c'était juste, mais tu sais, 100%. Mais je ouais. pense que le plus gros problème là, en arrière de cette dynamique-là, c'est qu'il y a des intervenants qui sont incapables de référer, de dire, ben moi, personnellement, je suis pas compétent pour dealer avec ce jeune-là, avec les problèmes qu'il a, puis de juste référer à quelqu'un. Mm. C'est pas dans la culture de nos institutions ou c'est qu'ils prennent trop personnel comme un échec, fait qu'ils tassent cette solution-là qui serait possible. C'est Ou ils n'ont vrai. pas le Ah. temps parce qu'ils ont 15, 20 dossiers, puis qu'ils n'ont pas le temps de référer puis d'accompagner, surtout le jeune en ressources. Se référer, c'est une chose, d'accompagner, c'est une autre. C'est clair. Hey, mais moi, par exemple, je veux dire, je sais que je prône beaucoup mon point de groupe, mais je trouve qu'on est sur la coche là-dessus. Tu sais, quand il y a quelque chose qui outrepasse nos compétences ou encore quelque chose qu'on peut utiliser de communautaire, puis je veux juste faire un filet de sécurité, une continuité des services par après, puis juste comme utiliser la communauté, on le fait 100%, c'est vraiment dans nos valeurs. Puis on les accompagne tout le temps dans toutes ces démarches-là. Fait que je trouve vraiment qu'il y a quand même, tu sais, en tout cas moi, depuis que j'étais embarquée, depuis que j'ai commencé à travailler pour la protection de la jeunesse, j'ai vraiment vu comme une autre situation complètement parce que tu sais je suis partie comme de l'escale avec comme vraiment des approches motivationnelles, cognitivo-comportementales, très coercitives, à comme foyer de groupe, approche ARC, trauma complexe, tu sais il faut toujours voir la lunette du besoin derrière le comportement, voir en compte le vécu traumatique de l'enfant, faut installer une base sécurisante autour de lui pour qu'il puisse s'apaiser, devenir disponible aux apprentissages. C'est complètement innovateur dans le domaine de l'intervention. Je ne comprends pas pourquoi tous les milieux ne sont pas formés à RC. Je veux dire, je m'en vais faire un chiffre en milieu institutionnel. Ben là, je sais pas si je suis un milieu institutionnel, je pense que oui, foyer, mais tu sais, je m'en vais en CR, là, tu sais, faire un chiffre, puis je suis même pas à l'aise de rester tout le long de mon chiffre.
sais, en tout cas, il y a des milieux qui sont encore très arrêtés, puis je trouve ça triste. Je sais que c'est partout dans la province, là, je sais que c'est pas juste à Québec, mais bref. Fait que moi, je suis arrivée, puis j'ai vu la lumière, j'avais jamais connu de foyer de groupe aussi, parce que, tu sais, tout le monde me disait, mettons, ah, tu vas tomber dans la sympathie quand tu vas tomber intervenante, puis tu vas tout le temps faire référence à ton vécu. Non, vraiment pas. Premièrement, tous les jeunes sont différents. Il n'y en a pas un qui a la même histoire que moi, fait que je fais pas tout le temps référence. Certainement qu'il y a des choses qui me font écho, là, tu sais, je dirais, c'est une grosse partie de ma vie. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui me font écho. Mais je suis capable de outrepasser. Je suis pas dans la sympathie pantoute, là. Puis je veux dire, le fait d'être dans un foyer de groupe, tu sais, j'en ai fait des chiffres à l'escale comme éducatrice. C'est sûr que j'avais des flashbacks tout le temps, tu sais. C'est sûr que c'était plus difficile de passer de l'autre côté de la barrière, d'être plus intervenante, mais en connaissant la nouvelle réalité en foyer, puis comme en n'ayant jamais connu ça, c'était comme parfait pour moi, là. Puis t'avais-tu des outils pour t'aider à pas tomber dans la sympathie? Non, j'en avais pas, mais ça s'est vraiment fait naturellement. Tu sais, je suis arrivée dans mon stage, puis les seules situations, puis c'était pas des situations avec des jeunes en particulier, c'était comme, tu sais, les premières fois, les désensibilisations, genre, tu sais, la première fois que la vanette blanche vient chercher un jeune, la première fois qu'il y a un déplacement, la première fois que tu t'en vas assumer un jeune, mettons, pour qu'il aille s'apaiser au gouvernail, dans une salle d'apaisement, la première fois que tu revois des agents d'intervention, la première fois que tu arrives dans une réception de centre de réhabilitation, c'est comme la première fois que tu fais affaire avec des travailleurs sociaux, c'est comme ça a été beaucoup de désensibilisation, puis j'ai vécu beaucoup de réactivation traumatique aussi, là, tu sais, dans des situations de crise, parce que je voyais une situation du passé en intervenant sur une situation du présent, mais j'ai comme vraiment un cerveau bien fait. Je suis capable d'intervenir avec sang-froid, puis de pas tomber là-dedans, tu sais, sans tomber dans la subjectivité, puis être trop sympathique. Ben, clairement qu'il y a des fois que je pleure, je verse des larmes, puis je suis émue, hein. Je suis humaine, puis c'est pas parce que je fais référence à mon vécu, mais quand qu'un jeune éclate en sanglots puis me dit qu'est-ce que je fais, pourquoi moi j'ai cette vie-là, puis que les autres ont une vie normale, c'est clair que ça vient me pogner au cœur, puis que oui, je vais utiliser mon vécu pour dire hey, je te comprends, là, je suis passée par là, puis c'est comme ça. Je sais que ça fera pas sens pour toi en ce moment, mais ça va se transformer en quelque chose de beau, là, ce que tu vis en ce moment, puis comme ça va s'arrêter à un moment donné, là. C'est juste un passage, puis je te comprends, là, c'est comme je peux pas te dire ah ben, je peux avoir une idée de ce que tu vis ou je peux pas juste faire comme ouais, j'entends ce que tu me dis, tu sais, des petites techniques de relation d'aide, non. Il faut que je sois avec Victo, l'ex-jeune placé, puis je trouve ça correct dans ces circonstances-là, mais bref, je trouve pas que ça veut pas dire d'être pas ému puis de pas démontrer sa sensibilité puis sa bienveillance, au contraire, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que dans le fond, toi, t'es juste capable de vraiment focusser sur les tâches, mais aussi, tu sais, sur Ouais, l'humain avec qui t'es en face de toi. exact, Puis de ce sont ses désamorcer, besoins. Puis... ouais, désamorcer la situation. Le fameux tout passe, là, Ouais, ça l'aide beaucoup, beaucoup de ouais. personnes, ça. Quand on est pris dans une vague intense de quelque chose, là, de se dire que tout est temporaire, même les affaires qu'on aime beaucoup, malheureusement, tout est temporaire, tu sais. Puis Se ça ferait le rappeler aux autres, ça l'aide. 100%. Puis ça ferait peut-être pas de sens, là, si tu te le ferais dire par un intervenant qui n'a pas passé par les services, mais quand tu sais que l'intervenant a passé par les services puis qu'elle dit écoute, mon beau garçon, je sais ce que tu ressens, là, ce sentiment-là de être différent de tout le monde à l'école, puis de comme pas trouver de sens à pourquoi que genre moi je suis là dans cette vie-là, puis pourquoi que j'ai à vivre toute cette merde-là quand il y a genre quelqu'un qui vit dans un château en ce moment, là. Puis tu sais, de dire comme que ça va passer, puis que toi tu sois rendu intervenante, ça fait tellement de sens. Ça fait tellement de sens, ça donne Oui, tellement espoir. Je veux ça dire, donne un rien de plus modèle riche que concret. ça. Ouais. Ça veut pas dire que tous mes collègues qui n'ont pas de vécu en protection de la jeunesse sont pas compétents. Aucunement. Ils ont tous des belles capacités et des belles compétences. Mais je trouve vraiment que dans des situations comme ça, c'est une valeur ajoutée puis c'est pertinent, tu sais. Puis toi, quand tu étais placé, t'en as-tu croisé des intervenants qui t'ont fait mention qui étaient de la protection de la jeunesse? Non, non. OK. Hey, les intervenants ne disaient jamais rien, moi, puis je m'ouvrais pas. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une unité, puis mon éducatrice, ça s'est ouvert à moi pour dire que son père était décédé. Puis juste ça m'avait comme fait, hey, pour une fois, tu sais, une relation un peu plus égalitaire, je m'étais ouvert, mais tu sais, sinon, là, il me disait jamais rien. C'est comme, pourquoi je te raconterais ma vie quand toi, tu me dis rien sur toi? Je sais même pas, genre, si c'est un chum, genre, si c'est un chien. Je vais pas te kidnapper chez vous, là. Si je suis placée pour négligence, abandon, tu peux même en parler un peu de toi, là. Faut que je te connaisse comme être humain, là. C'est toi qui gères ma vie. Tu sais, la base d'une relation, c'est le processus de
de vulnérabilisation qui vient avec. T'as pas de vulnérabilité, t'as pas de relation qui se bâtit. Les personnes avec qui on a le plus de difficultés à nouer des relations, c'est ceux qui veulent maintenir une façade à 100% du temps, puis qui sont pas capables de montrer un peu qu'est-ce qu'ils vivent humainement parlant, c'est quoi leur rêve, c'est quoi qui les rend tristes, c'est quoi les expériences qui les ont marqués, tu sais. Puis il y a une réciprocité dans les échanges, tu sais. C'est ça. C'est important, là. On est beaucoup dans l'être et le paraître aussi, hein. Tu sais, on laisse toujours paraître que tout va bien, alors que, tu sais, en dedans de nous, on peut vivre tout plein d'affaires, là. Fait que, effectivement, c'est important quand on veut que quelqu'un sauve, qu'on puisse au moins lui montrer aussi que nous aussi, on est humains, puis que nous aussi, on a des choses vulnérables. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'à un moment donné, j'avais rencontré, par exemple, Motivation Jeunesse qui fait de l'intervention justement à Québec dans les centres jeunesse, puis il travaille le lien de confiance avec les jeunes, puis tu sais, par une activité d'escalade, il montre que tu sais, une corde pour assurer, c'est un peu comme le lien de confiance, puis tu sais, quand le jeune assure son intervenant, là, ça change la dynamique, là, fait que des fois, on peut emmener Switcher les rôles. Ouais, on peut switcher les rôles, puis tu sais, en tout cas, moi, j'y crois vraiment là, qu'on peut intervenir autrement là, avec nos jeunes par des approches plus sensibles au trauma aussi, là, puis de voir qu'est-ce qui se cache en dessous, là, c'est quoi les besoins, là, à la place de s'arrêter au comportement, puis oh, on va faire un arrêt d'agir, tu sais, c'est... Ouais. Non, non. C'est ça. C'est juste de changer sa lunette et sa façon de travailler, mais je trouve qu'il y a quand même des belles choses qui s'en viennent, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, là. Ça serait quoi pour toi, si t'avais genre 3 choses à changer, ça serait quoi? 3 choses à s'en... OK, tabarouette, il y en a plus que 3, mais OK, d'abord et avant tout, uniformiser les pratiques basées sur les données probantes, là. Fait que toutes les pratiques qui ont été approuvées par le CIUS, la capitale nationale, par les ministères, tu sais, le modèle ARC, toutes les nouvelles pratiques, tu sais, par exemple la pratique l'envolée pour planifier les transitions en milieu familial des jeunes ou en famille d'accueil. Fait que vraiment d'uniformiser les approches, les pratiques dans tous les milieux, là, indépendamment des contextes d'intervention. Là, ça, je trouve que c'est la priorité numéro 1. Vraiment numéro 1. Puis de le faire de façon urgente. Ça. On va avoir un rapport avec l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux qui vont faire un état justement des connaissances sur les pratiques probantes, dont les approches sensibles au trauma, parce que ARC est une approche parmi tant d'autres. Là. Il y a le Sanctuary Model, il y a plein d'autres approches. Et les approches aussi comme la CEJ, l'approche communauté entraide justice aussi. Fait que ça s'en vient, soyez aux affûts. Peut-être que quand on va publier l'épisode, ça va déjà être sorti, fait qu'on mettra ça en commentaire si ça a lieu. Puis lui, il te restait 2 autres souhaits. Le deuxième, c'est vraiment un filet de sécurité là, pour la transition à la vie adulte, organiser, travailler la gestion de l'autonomie. Dès le 12 ans, là, je veux dire, on dit là, le développement des compétences dans tous les modèles ARC. Là, le développement, on pense que l'autonomie, c'est juste à faire à manger, puis aller à l'épicerie, puis payer un appart. Mais comme l'autonomie, ça part par le développement des fonctions exécutives, ça part par le développement des habiletés sociales, développement de la gestion émotionnelle, être capable de mentaliser, être capable de créer des relations, être capable de faire des apprentissages, d'organiser sa pensée, d'organiser son travail. Je nomme des exemples. Travailler, c'est dans la jeune préadolescence, ces habiletés-là, puis après ça, être capable de vraiment travailler les habiletés reliées vraiment à l'autonomie, vraiment préparer une belle planification de transition à la vie adulte, puis vraiment faire un beau filet de sécurité, mais aussi avec les organismes communautaires impliquer de plus en plus, les faire rentrer dans nos murs, puis pas être hésitant à ce propos-là. Fait que ça serait vraiment ma priorité numéro 2, mais ils sont comme pas en ordre le plus important au moins important. Les 3 sont autant importants. Puis la 3e, c'est vraiment le développement du pouvoir d'agir dans les institutions. Là. Donner une voix aux jeunes, l'espace pour s'exprimer. Puis pas juste s'exprimer, là, décider. C'est quoi l'intervention? Placer au centre de l'intervention, puis comme qu'est-ce que tu veux? OK, on va travailler à partir de ce que toi tu veux. Ça, là, c'est fucking prioritaire. Genre, si on part avec ces 3 bases-là, on a une belle base, là, tu sais.
Puis, tu sais, aussi, de les inclure dans l'élaboration d'un plan d'intervention, là, ça fait en sorte que le plan d'intervention a plus de chances de réussir. C'est 100%. pas juste, c'est pas juste un caprice là d'explacer, c'est vraiment juste, il y a même des données probantes qui sortent là-dessus qui disent que on appelle ça l'approche partenariat patient, où on implique directement le patient pour décider de ses objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Puis ce qui sort vraiment, c'est que si le patient est en co-construction de son plan d'intervention, il y a plus d'observance dans le traitement proposé, Puis, observance puis en thérapeutique. tout cas, la démarche va faire sens pour la personne, tu sais. Est-ce que les objectifs sont les mêmes pour toi que pour moi? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce qui est la priorité pour toi? Ben, on va travailler à partir de c'est quoi la priorité pour toi? Quel outil qu'on peut travailler ensemble pour développer ça? C'est parce que moi, je travaille en réadap, c'est sûr que je fais de la grosse réadap, tu sais. On travaille, tu sais, les difficultés, puis on essaie de pallier, tu sais, justement, dans le modèle ARC, toutes les compétences qui n'ont pas pu être développées à cause des réactions de survie, à cause des réactions traumatiques. J'essaie d'amener les jeunes à continuer de les développer pour essayer un peu de rattraper l'écart qui s'est creusé. Mais il faut que ça fasse sens, les outils qu'on utilise, la démarche qu'on utilise pour eux, sinon l'apprentissage sont moindres. Là, t'sais. Puis Fait que, l'acronyme ARC, c'est pour... attachement, régulation, compétence. OK, OK. Qui a été conçu par Delphine Collin-Vizina et son équipe de chercheurs. Ah, ah, intéressant. Je vais pouvoir Ouais. aller chercher là-dessus, justement. Puis, si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui sont placés, qui sortent actuellement de placement, tu leur dirais quoi? Euh, Crois en toi, puis fonce, puis laisse personne te dire que t'es pas capable d'atteindre tes buts. Calisse-toi-en, genre. Toi, tu sais ce que tu vaux. Toi, tu connais tes rêves, t'as des croyances, t'as des passions, t'as des intérêts, t'as des belles forces, puis pars de ça, puis fonce, là. T'as personne qui peut te dire que ton projet de vie, il est pas valable ou qu'il est pas réaliste. Moi, je sais que c'est réaliste, puis tu peux y arriver. Fait que laisse personne te décourager du contraire, là. C'est comme let's go, fonce dans le tas, là. C'est ça que j'ai à dire aux jeunes. Parce qu'on leur dit pas assez. Excellent. Ben, c'était vraiment super de te recevoir à notre podcast aujourd'hui. Merci les filles. On dirait que j'en ferais une part 2, genre, tellement qu'il y avait des choses à dire, là, mais je sais pas si j'ai été trop décousue, mais merci à C'était vous. bien C'était correct. vraiment le fun. C'était bien correct. Fait que, ben, Victoria, c'était vraiment un plaisir d'entendre ton histoire, d'entendre ta perception aussi avec tes différentes perspectives, là, d'anciennes placées, mais aussi maintenant de personnes qui travaillent dans le réseau. Puis, ben, comme tu dis, là, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un part 2, qui sait. Mais c'était vraiment plaisant. Puis, je te souhaite vraiment du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'était un plaisir de t'avoir à notre micro. Merci les filles.